Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'il ne s'agit ni d'un cours ni d'une formation officielle, mais vraiment d'un tutoriel issu de mon retour d'expérience en tant qu'ancienne étudiante en architecture qui a découvert ce logiciel-là pendant son année de diplôme. Donc voilà, une sorte de compilation de tout plein d'astuces et de conseils aussi, afin de vous rendre attentif en fait à plein de choses auxquelles on n'est pas habitué, que ça soit d'un point de vue d'ergonomie ou de manip, enfin, de dessin. Vous verrez que c'est assez atypique, je dirais, pour des architectes. C'est voilà, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de manipuler. Et vous allez avoir affaire à des bugs assez improbables. Notamment parce qu'en fait, il s'agit d'un outil qui est fait pour des urbanistes ou pour des ingénieurs en écologie, par exemple, mais pas forcément pour des architectes. Et donc, notre manière de l'utiliser n'est pas très conventionnelle, si j'ose dire, et ce qui aboutit à certains bugs, certaines manipulations un peu étranges. Voilà. Et donc, j'espère que ça vous aidera, je n'en doute absolument pas. D'ailleurs, un dernier petit aspect, ce cours, en fait, il est fait pour des gens qui vont découvrir QGIS, mais c'est un cours sur lequel vous reviendrez assez souvent. C'est aussi un cours qui a été pensé comme un outil de travail, si vous voulez. Donc là, c'est bien d'entendre tout ce que vous allez entendre. C'est normal que vous ne compreniez pas tout. L'important, c'est juste que vous le reteniez. Euh, Comme ça, vous savez qu'il va avoir ce genre de problème et vous savez que vous pourrez trouver la solution dans ce cours-là. Ou bien vous voulez faire quelque chose, je sais pas, par exemple une coupe territoriale, et vous dites mais comment je peux faire ça? Eh bien, vous saurez que c'est possible de le faire avec QGIS. Voilà, donc après, vous y reviendrez et vous comprendrez plus dans le détail tout ce que je vais vous dire là maintenant. C'est normal que vous ne compreniez pas tout. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un SIG, un système d'information géographique? En gros, c'est un système qui permet de recueillir, de stocker, d'analyser, de gérer, de représenter des données spatiales qui sont géoréférencées. Ce sont des données qui sont référencées géographiquement. Pour les architectes urbanistes, à quoi ça peut servir? Ça peut servir à faire des cartographies analytiques, ça peut aussi servir à faire des coupes territoriales, comme vous pouvez le voir en bas à droite, mais aussi des analyses urbaines ou des bases de dessin vectorielles. Avant d'arriver à un PDF ou un DXF que vous allez retravailler, soit dans AutoCAD ou bien dans la suite Adobe, eh bien, il y a tout un travail à faire avant, qui consiste en la collecte de données. Une fois que vous avez ces données collectées, il s'agira de les importer dans QGIS, de les traiter dans QGIS également, selon vos envies, et ensuite de les exporter. Alors, je vous propose de vous expliquer étape par étape tout ça. Mais avant de rentrer plus dans l'élément de méthode, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'une géodonnée. Une géodonnée, c'est quelque chose qui est donc référencé spatialement selon des coordonnées géographiques. Et ça, il faut en avoir grandement conscience. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir une géodonnée sur n'importe quel logiciel de dessin, Rhino, AutoCAD, il va être référencé. Donc, si vous le déplacez, par exemple, la France sera située au niveau de la France et les États-Unis sera située au niveau des États-Unis. Si vous commencez à mettre la France à votre origine 000, vous déplacez la France. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre logiciel. Donc, le jour où vous voudrez réimporter des données qui sont géoréférencées, elles vont se placer automatiquement là où elles étaient initialement. Mais comme vous avez tout déplacé, ça ne se superposera plus. Quand vous avez un dessin vectoriel géoréférencé, surtout, ne le déplacez jamais. Deuxième chose à saisir, c'est la question de la métadonnée. En fait, la métadonnée, c'est une donnée qui explique la donnée. C'est-à-dire que vous allez télécharger une donnée, par exemple, sur les bâtiments. D'accord? Et une donnée, comme on a l'habitude d'utiliser, c'est bâtiment, on allume ou on éteint le calque, on voit ou on ne voit pas les bâtiments. Très bien. Une donnée SIG, ça va contenir les bâtiments, mais aussi leur hauteur, leur date de construction, leur date de rénovation, tout dépend de la donnée SIG en elle-même. Mais en gros, il y a plein de données dans la donnée. Et pour vous expliquer
Qu'est-ce qu'il y a comme données dans cette donnée bâtiment? Qui l'a produite? Selon quel référentiel géographique, etc. Eh bien, il y a un dossier PDF ou un fichier de texte qui vous expliquera en quoi consiste cette donnée. Et c'est ce qu'on appelle la métadonnée. Troisième chose sur les données SIG, c'est qu'il y en a certaines qui sont en open data, c'est-à-dire qu'elles sont gratuitement téléchargeables, publiables, utilisables, sans aucune restriction. Il y a des données justement avec un usage restreint, donc par exemple pas le droit de les publier, ou il faut demander l'autorisation au propriétaire, etc. Ou carrément, il y a des données qui sont tout simplement interdites d'accès. Un quatrième cas de figure, c'est qu'en fait la donnée n'existe pas. Petite parenthèse, mais chers diplômants qui choisissez vos sites de projet, soyez attentifs au fait que si vous choisissez un site de projet où il n'y a pas de géodonnées, vous allez devoir tout redessiner à la main. Voilà, de manière générale, pour le choix de votre site d'études, je vous recommanderais de faire juste un petit check au préalable des données que vous avez à disposition pour pouvoir faire votre travail. Parce que contrairement aux années précédentes, on vous ne fournira pas de matériel de base. Ce sera à vous d'aller le chercher. Ok, ceci étant dit, première question, c'est où trouver ces données? Donc, il y a tout d'abord une base de données de l'EPFL qu'on appelle l'EPFL Geodata, qui est liée à Zurich d'ailleurs, qui est réservée aux membres EPFL et qui correspond aux données Swiss Topo de base. De ce que j'ai cru comprendre, l'EPFL Geodata n'est plus accessible aux étudiants depuis quelques temps. Alors, est-ce que c'est officiellement le cas ou est-ce que c'est en cours de discussion? Je ne sais pas. Tentez le coup. Si ça fonctionne, n'attendez pas pour télécharger les données, prenez-les, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, c'est des données, pardon, j'oublie de le dire, mais c'est des données sur la Suisse. Et ensuite, il y a donc pour ce qui concerne plus précisément le canton de Vaud, il y a aussi un site pour les membres de l'EPFL. Je vous laisserai aller le voir si ça vous intéresse. Si vous voulez faire une demande de données qui ne sont pas en libre accès, qui ne sont pas en open data, qui ne sont pas des open data, eh bien, vous pouvez vous adresser à un correspondant des géodonnées. Ça peut être un de vos assistants, par exemple, il faut voir. Il y a la liste, je vous ai mis le lien de la liste des correspondants en question. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les fournisseurs de données ne veulent pas avoir affaire à une pléthore d'étudiants qui demandent souvent les mêmes choses. Ils préfèrent passer par des correspondants qui, si ça se trouve, ont déjà la donnée et peuvent la fournir directement aux étudiants sans avoir à passer par les fournisseurs de données. Pour ce qui est de la recherche de données en dehors de l'EPFL, il y a plein d'endroits où trouver des informations. Donc, moi, je vous ai fourni 2-3 pages là, sur des liens de bases de données open data, donc vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous ai mis en rouge celles que j'utilise assez régulièrement ou qu'on m'a fortement recommandées. Voilà, donc on peut faire des recherches de données par thématique. Donc, si vous voulez faire des maquettes ou vous voulez faire un fond de plan avec la topographie, c'est rare de trouver en fait les données topographiques brutes. Il va falloir vous trouver les rasters dans lesquels vous allez extraire la topographie. Et pour ça, la topographie, elle va être à des échelles de définition différentes. Et donc, je vous ai mis toute une liste de liens pour trouver des données de topographie adaptées à l'échelle que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire une maquette au 500e, vous n'allez jamais utiliser ces données à l'échelle mondiale. Vous voyez, il faudra plutôt prendre des choses plus précises. Ensuite, vous pouvez faire donc des recherches par localisation. Quand vous voulez, par exemple, trouver des données sur une ville ou un pays ou un site en particulier dans une ville, eh bien, il faut chercher les géoportails ou le SIG et vous mettez le nom du pays, de la région ou de la ville d'ailleurs. Et ensuite, il y a les global data. Donc, en gros, c'est des données qu'on a à l'échelle de la planète. Qui sont donc plus généralistes, mais qui couvrent une plus grande surface géographique. Pour ce qui est de la Suisse, on a donc le fameux MapGeoAdmin, le GeoCat, qui est une plateforme. Alors, MapGeoAdmin, c'est vraiment la confédération, donc vraiment les données officielles faites par les offices fédéraux, etc. GeoCat, ça regroupe beaucoup plus, c'est-à-dire que ça regroupe aussi ce qui est en open data, le open data suisse, mais aussi ce qui est en privé. En gros, si vous allez sur GeoCat, vous avez toutes les données de la Suisse possibles qui existent
mais vous n'y avez pas forcément accès. Elle vous dit juste que cette donnée existe. Voilà. Il faut un peu naviguer entre les 3, je dirais. Oui, cette remarque en bas de page, revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les données, elles sont formées, elles sont dessinées, je dirais, à des échelles très variables. On ne dessine pas à l'échelle mondiale comme on dessine à l'échelle nationale, comme on dessine à l'échelle d'une ville ou d'une parcelle. Je pense que ça paraît assez évident quand on le dit, mais il faut le dire. Et dans ce cas, on parle de niveau de dessin, de niveau de data. Donc, quand on vous dit un niveau fédéral, c'est que le niveau de détail, en gros, du dessin est pour une échelle nationale. Voilà. OK. Bon, là, je ne vais pas rentrer en détail, c'est que si c'est juste pour vous expliquer les quelques tips quand vous allez aller sur le PFL Geodata. OK, où est-ce qu'il faut cliquer? Vous allez voir des fois que c'est un peu ça bug. Il faut penser par exemple à cliquer sur le bouton I agree, mettre le PFL ici. Voilà, et puis vous verrez que ce menu, enfin, c'est pas très, comment dire, pas très intuitif. Ah, une petite remarque. Si votre site se situe à la frontière, ou bien vous voulez prendre un cadrage qui se situe à cheval entre deux ou plusieurs pays différents, et que vous allez sur un géoportail national, les données en général s'arrêtent aux frontières du pays. D'accord? Donc, des fois, elles débordent un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, si vous voulez des données, on va dire transfrontalières, il y a des données vectorielles, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Soit vous allez dans ce que j'appelle les global data. Comme ça, vous avez des données qui sont, par exemple, au niveau européen. Vous voyez, ce n'est pas des pays différents, c'est plutôt en échelle continentale. Et c'est moins précis, mais après, peut-être pour des échelles d'analyse, c'est pertinent. Ou bien, vous voulez des données beaucoup plus précises, et dans ce cas, vous allez chercher les données de chaque pays concerné que vous allez ensuite harmoniser, c'est-à-dire mettre au même niveau pour arriver à une cohérence d'ensemble. Maintenant, j'aimerais vous rendre particulièrement attentif sur la question des rasters. Si vous téléchargez un raster selon le cadrage ici, vous voyez qu'il est un petit peu rogné par la frontière, et que vous le mettez dans votre logiciel QGIS pour extraire des courbes de niveau, vous pouvez faire une croix sur votre fichier. Il va mourir et vous serez incapable de le récupérer, ou bien ça va vous donner des bugs pas possibles, vous allez perdre des heures parce qu'il va passer des heures à calculer. Bref, je vous recommande de ne pas tenter l'expérience et je vous propose 2 solutions. Soit vous téléchargez un raster qui doit être vraiment parfaitement rectangulaire sans déborder de l'autre côté de la frontière, ou bien vous allez sur un site de raster, donc de données topographiques, qui est à un niveau supérieur que le niveau national, donc un niveau plutôt, on va dire, continental par exemple, ou mondial, tout dépend de l'échelle de définition des lignes topographiques que vous voulez. Mais voilà, qui donc fait abstraction des frontières administratives. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus parce que c'est vraiment très important. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, là, ce sont les différentes étapes pour extraire des données de MapGeoAnim quand elles sont en open data. Et là, c'est une slide qui explique sur les SIG, sur les SIG de Genève, sur la SITG. Voilà, il faut bien cliquer sur Shapefile, bien accepter les conditions avant de pouvoir télécharger le format, les données au format Shape, etc., etc. Vous allez voir qu'il existe une quantité de données inimaginables et vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de télécharger plein de données, notamment des données dont vous n'avez pas forcément besoin. Et en fait, quand vous allez arriver dans QGIS, vous allez vous retrouver un petit peu noyé dans toutes les données. Ou bien, imaginons, vous en avez trouvé il y a 6 mois, puis il y a 3 mois, puis il y a 3 jours, et en fait, vous ne vous souvenez plus exactement, etc. Enfin, vous allez perdre un temps de fou. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Quelles données vous n'avez pas, vous avez en double, etc., etc., etc. Et donc, vous allez passer un temps de malade à faire votre fichier QGIS, donc à importer ces données dans le logiciel QGIS. C'est pour ça que j'ai dédié cette slide sur la gestion des datas. Ensuite, il faut bien avoir conscience d'une chose très simple. Les données que vous allez importer dans QGIS fonctionnent comme des XREF, des fichiers référencés. En gros, vous n'avez pas la donnée elle-même physiquement dans votre logiciel, vous avez plutôt, on va dire, le lien pour y accéder, puis la donnée, elle est quelque part dans un serveur, je ne sais pas où, en Antarctique. Enfin, ce qui veut dire que si vous déplacez ou vous renommez la donnée ou le dossier dans lequel elle se trouve,
QGIS perd le lien définitivement. C'est comme si quand vous êtes sur InDesign et que vous renommez vous avez importé des PDF dans l'InDesign, vous renommez le PDF, vous voyez, vous perdez le lien. Avec InDesign, vous pouvez relinker. Avec QGIS, c'est juste impossible. Il faut tout refaire. D'où le conseil de mettre vos données, votre base de données, sur un disque dur externe. Pourquoi? Ou sur un cloud, d'ailleurs, c'est égal. Pourquoi? Parce qu'imaginons, votre ordinateur n'est pas assez performant, ou vous cassez votre ordinateur, vous le perdez, vous le faites voler, ou bien votre fichier QGIS est tellement lourd que votre ordinateur n'est plus capable de l'ouvrir, ou bien il met 2 heures à l'ouvrir. Donc, ça peut être utile de pouvoir ouvrir votre fichier QGIS sur les ordinateurs de salle informatique qui sont nettement plus puissants que nos ordinateurs perso. Mettez votre base de données sur un disque dur externe ou un cloud, comme ça, vous pouvez ouvrir votre fichier QGIS n'importe où, vu que la base de données ne change pas d'endroit et qu'elle reste toujours sur votre disque. Très bien. Comment on crée donc un dataset ou une base de données? C'est-à-dire que comment vous allez organiser comment vous allez organiser les données que vous avez téléchargées? Soit vous les organisez par thématique, soit vous les organisez par localisation. Ce sera à vous de voir. Par exemple, si vous faites des données si vous faites une cartographie sur le Grand Genève qui est à cheval entre 2 régions françaises et 2 cantons suisses, vous allez devoir agglomérer 4 localisations différentes. Donc des données issues de 4 géoportails différents. Il vaut mieux dans ce cas ranger les données par thématique, agriculture, je sais pas, transport, infrastructure, etc., etc. Quand vous téléchargez la donnée, elle va venir dans un dossier. Et dans ce dossier, il ne va pas avoir que la donnée shapefile, donc c'est la donnée qui est lisible sur QGIS, il va avoir tout un autre, je sais pas, 4 ou 5 autres fichiers qu'il ne faut surtout pas supprimer. Il faut garder ces 5-6 fichiers dans le dossier, d'accord? Et il ne faut surtout pas renommer un de ces fichiers-là. Vous pouvez renommer le dossier dans lequel se trouvent tous les fichiers avec le shape, mais vous ne renommez jamais les données qu'il y a dans le dossier. Sachez que c'est une fausse bonne idée que de vouloir faire ça, parce que vous allez devoir retélécharger toutes les données que vous avez renommées. Après, on est bien d'accord que les données que les dossiers avec les données à l'intérieur que vous avez téléchargés ont des noms à coucher dehors. Donc, rien n'empêche de renommer votre dossier pour vous y voir plus clair. Je vous le recommande d'ailleurs. Vous mettez la thématique, par exemple, agri pour agriculture, tiret, puis vous mettez, je sais pas, prairie sèche, disons. Et comme ça, vous savez que la donnée PPS, c'est la donnée d'agriculture, prairie sèche. Et vous ne renommez pas le fichier qui est dans le dossier agri, prairie sèche, vous le laissez PPS. Donc, ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps, d'organiser son rangement et de ranger correctement ces données. Plus tôt c'est, mieux c'est, comme ça vous n'aurez pas à le refaire après, vous le faites au fur et à mesure. Surtout si vous voulez avoir une approche multithématique, multiscalaire, donc à plusieurs échelles, etc. Comme ça va vous faire gagner du temps par la suite. C'est un véritable gain de temps. Une autre particularité des géodonnées, c'est leur système de coordonnées de référence. C'est-à-dire qu'une donnée produite en Suisse va être dessinée selon le référentiel suisse. Mais une donnée française sera faite selon un référencement français. Une donnée continentale européenne sera faite selon un référentiel européen. Pourquoi ces différences? Parce qu'en fait, je ne vous apprends rien en vous disant que la Terre est ronde, mais quand il s'agit de mettre à plat des données sphériques, il y a tout un débat. Est-ce qu'on garde la distance ou est-ce qu'on garde la surface? Qu'est-ce qui est juste, etc., etc. Et donc, cela amène à différents modèles mathématiques qui permettent de faire le lien entre l'endroit géographique réel, le géoréférencement, et sa représentation en plan. Ce qui nous amène à quelque chose comme 4000 SCR différents. En soi, on n'a pas tellement de choix, ils ont déjà été faits pour nous, donc il faut juste aller chercher où est-ce qu'ils sont. Ils dépendent donc de la taille de la zone de travail. Commune, oui, pour certains endroits du monde, je vous jure qu'il peut y avoir des SCR à l'échelle d'une commune, mais sinon, ça se joue plutôt à l'échelle du pays ou du continent. De manière générale, chaque pays a son propre SCR. Si vous travaillez sur une région transfrontalière,
soit vous adaptez le SR du pays voisin à celui de votre pays d'études principal, ou bien il existe peut-être un géoréférencement transfrontalier, comme par exemple c'est le cas pour le Grand Genève. Pour trouver le SCR, deux endroits, soit dans la métadonnée de la donnée que vous avez téléchargée, ou bien vous pouvez aussi la trouver ici sur ce lien-là. Sachez pour la Suisse qu'il y a l'ancien SR de 1903, le LV03, et il y en a un nouveau que l'on appelle de différentes manières. Hein. Le plus courant, c'est le MN95 ou le LV95. Ah oui, ça, c'est aussi une très grande richesse de QGIS, je dirais. Quand vous allez chercher le SCR sur QGIS, vous allez voir qu'en fait, vous allez taper MN95, vous n'allez rien trouver. Mais vous allez taper LV95, vous allez le trouver. Mais votre voisin, par contre, ne trouvera jamais LV95. Il ne trouvera que CH 1903+. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. Une dernière remarque qui est fondamentale. Il faut que quand vous commencez votre travail sur QGIS, vous choisissez un SCR, donc en fonction de l'endroit où vous travaillez, et que surtout, vous ne changez pas de SCR au cours du temps. Je vous donne un exemple très simple. On est en février, vous commencez votre base de données, votre fichier QGIS, etc. En avril, vous faites un rendu intermédiaire avec des dessins, des schémas, etc. Super, très bien. Puis d'un seul coup, retour de vacances d'avril, vous dites, j'ai envie de changer de SCR. Je ne sais pour quelle raison, imaginons, c'est que vous mettez une orthophoto mondiale qui n'est pas dans le même référencement et donc vous changez de référencement pour que ça colle à cette nouvelle donnée-là. Vous exportez tout et quand vous superposez vos documents, il n'y a rien qui joue, il n'y a rien qui superpose. Le carré est devenu rectangulaire, le rond est devenu un ovale. Alors oui, ça paraît évident quand je vous le dis, mais il fallait faire l'erreur pour s'en rendre compte. Donc, à nouveau, conseil, ne changez pas de SR sous aucun prétexte. Voilà, ceci étant dit, comment définir le SR dans QGIS? Plusieurs choses. Vous allez tout d'abord dans l'onglet en haut à gauche de l'interface Projet, propriété de projet, SR. Et vous définissez dès le début, avant même d'importer les données, etc. Quand vous créez un nouveau fichier QGIS, c'est la première chose que vous faites. Définissez le SCR et vous sélectionnez projection à la volée. Alors, en fonction des versions du logiciel QGIS, et comme vous avez pu le voir, il y en a beaucoup. Soit cette option, elle est déjà sélectionnée par défaut, ou bien c'est à vous de la sélectionner. Ou bien maintenant, il n'y a carrément plus le choix, ils le font par automatisme. Donc, vous n'avez même plus à cliquer ou décliquer, c'est fait. Mais vérifiez quand même à la volée. Pourquoi à la volée? Parce que, comme je vous l'ai expliqué par avant, ça va servir en fait à ce que deux données qui ont été dessinées dans des référencements géographiques différents se superposent malgré tout. Comme l'exemple précédent, imaginons que vous avez fait un dessin en Suisse avec un géoréférencement LV95 et que vous voulez que ça se superpose à une orthophoto de Google Maps qui a été faite dans un référencement Mercator, donc à l'échelle mondiale. Eh bien, en sélectionnant à la volée, l'un va s'adapter par rapport à l'autre. Alors, ce ne sera pas forcément parfait parce que le décalage entre ces deux référencements est tellement grand que ça ne se superposera pas parfaitement. Mais imaginons que vous superposez des données proches, géographiquement parlant, l'une de l'autre, comme par exemple une donnée française et une donnée suisse, il y a plus de chances que ça corresponde. D'accord ? Alors, peut-être que si vous zoomez à 4000%, ce ne sera pas nickel, mais quand vous allez imprimer ça sur votre A0 ou bien montrer ça sur un format A3 d'un écran, je ne pense pas que grand monde va le voir. Donc, ayez conscience aussi de l'échelle de votre dessin in fine. Concernant le SR du projet, c'est comme ça que ça se passe. Okay, vous allez écrire ici le nom du SR. Donc, vous voyez, par exemple, ces deux-là ont un nom différent, mais sont fondamentalement les mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est pour changer le SR du projet. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Vérifiez à chaque fois que vous ouvrez votre QGIS que le SR n'a pas changé, ce qui peut arriver soit parce que QGIS a un saut d'humeur, soit parce que la fois d'avant, vous avez fait une fausse manip, vous n'avez pas eu conscience qu'une des manipulations que vous avez faites a une conséquence sur le SR, ce qui va certainement arriver. Et là, vous commencez à faire du travail dans un SR et puis vous allez vouloir exporter les choses par la suite et ça ne marchera plus, vous allez perdre votre fichier. D'accord ? Donc,
vérifiez le SR le plus souvent possible. Vaut mieux trop que pas assez. Croyez-en mon expérience. Une autre chose, donc où trouver le SR? Vous pouvez le trouver donc soit sur le site qui est ici, je vous l'ai remis là en haut à droite, mais aussi si vous n'avez pas la métadonnée où trouver le géoréférencement, ou bien si celui qui est sur le site ne correspond pas ou donne un truc hyper chelou, vous n'avez pas confiance, vous pouvez aussi faire un clic droit sur la couche étant la couche en QGIS étant le calque pour la suite Adobe ou bien les logiciels de dessin auxquels on est habitué. Voilà, donc vous faites un clic droit sur la couche en question, définir le SCR de la couche et vous allez voir le SCR de la couche en question. Et si vous voulez forcer cette couche-là à changer de SCR, vous pouvez. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'imaginons que vous êtes encore une fois avec des données qui viennent d'endroits différents, donc une de Suisse et une de France. Eh bien, les données, votre projet, et vous travaillez principalement en Suisse, votre projet, donc le projet c'est le fichier QGIS en vrai. Hein. Donc votre fichier QGIS, il est dans un SCR suisse. Donc les données suisses, elles vont aller nickel. Par contre, les données françaises, elles vont un peu bugger. Et en fait, les données françaises, il faudra vérifier en faisant ce clic droit sur la couche qu'elles soient bien dans le référencement suisse. Voilà. De toute manière, si elles ne sont pas dans le bon référencement, vous allez le voir, parce que vous allez soit pas les voir parce qu'elles seront à l'autre bout du dessin, ou bien elles vont vraiment pas se superposer. Donc c'est un peu un réglage comme ça que vous pouvez faire manuellement au fur et à mesure que vous les importez. Dans tous les cas, quand vous allez les importer, ils vont vous ouvrir cette fenêtre, hein, type OK, quel SCR, et vous choisissez le SCR du projet, pas le SCR de la couche. Concernant l'interface QGIS en elle-même, j'ai trouvé 3 outils qui sont extrêmement pratiques quand on commence à avoir plusieurs couches. Pourquoi? Parce que dès que vous allez afficher ou désafficher un calque, il va devoir recalculer toutes les couches. D'accord? Donc quand vous avez 3 couches, ça prend 2 secondes. Quand vous avez 30 couches, ça peut prendre parfois 20 minutes. Alors, concernant ces outils très pratiques, le premier, c'est les groupes. Donc, vous voyez, là, c'est la fenêtre couche et c'est ce petit logo ici où, en fait, vous pouvez organiser vos datas dans des groupes. Okay, c'est très pratique quand on commence à avoir beaucoup de données, comme ça on ne se perd pas et on range par thématique. D'ailleurs, un rangement thématique qui peut correspondre aussi à votre base de données que vous avez fait dans votre disque dur externe ou dans votre cloud. Ensuite, deuxième outil magnifique, c'est la visibilité des couches. C'est ce petit œil là que vous voyez juste là à droite. Je ne sais pas s'il est affiché automatiquement dans toutes les versions, c'est à vérifier. En gros, ça correspond à un petit état de calque dans AutoCAD. Qu'est-ce que ça permet? C'est qu'imaginons, vous allez faire un traitement graphique pour avoir une donnée qui décrit les sols et une autre donnée qui décrit, et vous allez après cliquer, décliquer sur certaines couches, donc certains calques, pour avoir une autre carte d'analyse, par exemple sur l'agriculture. Eh bien, au lieu de cliquer et décliquer manuellement couche après couche et puis de vous souvenir sur quelle couche vous avez cliqué ou pas cliqué 6 mois après, eh bien, en fait, vous avez juste à enregistrer ce réglage et à cliquer dessus et ça se fait automatiquement. Vous gagnez du temps comme ça. Et aussi, comme je vous expliquais, QGIS prend énormément de temps. À chaque fois que vous allez cliquer sur un décocher ou cocher une couche, il va tout recalculer. Et ça peut prendre 1 heure pour afficher une carte. Troisième outil très, très utile, c'est ce qu'ils appellent les signets spatiaux. Donc, c'est le troisième là en bas, qui permet en gros de mémoriser les zooms et les cadrages. Pourquoi c'est très utile? Parce qu'en fait, QGIS est extrêmement sensible avec le zoom, donc particulièrement avec les Magic Mouse, les souris Apple. Et même si vous scrollez un petit peu trop, vous pouvez dézoomer à une échelle mais démesurée. Alors oui, en soi, rien de grave, sauf qu'avec QGIS, ce dézoom peut prendre une vingtaine de minutes et le temps de zoomer peut prendre le double de temps parce que à chaque fois que vous allez arriver, vous allez zoomer, il va figer, recalculer tout. Une fois que vous serez par exemple à l'échelle de la Suisse, ok, vous allez zoomer vers l'Alpes Léman, il va recalculer tout. Ensuite, zoomer sur le canton Genève, il va recalculer tout, etc., jusqu'à ce que vous arriviez à votre parcelle qui se trouve à la gare de Genève, par exemple. Et ça peut vraiment prendre du temps. Pour éviter de faire ramer QGIS par rapport à ça,
eh bien, je vous recommande d'enregistrer votre Zoom Genève. Comme ça, si ça dézoome, vous cliquez là et il le fait one shot. Il n'y a pas d'étape intermédiaire de bug. Sachez aussi que si vous commencez à avoir des données qui sont très étalées géographiquement, comme je vous disais, vous voulez travailler sur la commune, mais aussi sur le canton de Genève, mais aussi sur toute la Suisse, mais aussi sur toute l'Europe, ça veut dire que vous avez des données qui s'étalent jusqu'à l'Europe tout entière. Donc, c'est quand même énormément de données à calculer à chaque fois. Vous pouvez perdre, comment dire, bugger QGIS, donc vous allez devoir être forcé de quitter le logiciel. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas enregistré au préalable, vous perdrez absolument tout votre travail. Un conseil que je n'ai pas dit, mais que je vous répéterai et que je vous répéterai pour que ça reste vraiment comme un signal d'alarme qui se répétera en permanence dans vos esprits, enregistrez tout le temps. Une fois que vous avez mis en place tous vos outils dans l'interface QGIS dont je vous ai parlé juste avant, il s'agit maintenant d'importer une couche vectorielle. La couche vectorielle, les données vectorielles, c'est celles qui sont dessinées par ordinateur, c'est celles qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, soit vous utilisez ce petit onglet couche vecteur, parcourir, sélectionner un fichier, et juste celui qui a le point shape, au format shapefile, donc pas besoin d'importer tout le reste, ça sert à rien. Et en fait, il va se mettre dans le groupe que vous aurez sélectionné. Pour aller plus vite, vous pouvez aussi juste, imaginons vous avez votre dossier avec vos données à gauche, vous les sélectionnez et les glissez directement dans le logiciel et elles s'importeront directement comme dans InDesign, c'est pareil. Ensuite, vous pouvez faire clic droit, renommer la couche. Sachez que si vous renommez la couche dans QGIS, ça ne la renommera pas dans votre base de données que vous avez sur votre disque dur externe ou votre cloud. Hein. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que je vous recommande, c'est de renommer la donnée par la nomenclature que vous avez attribuée au dossier à laquelle appartient ce fichier shape. Sachez que chacune des données vectorielles que vous avez importées vont venir avec un contour et un fond. D'accord ? C'est ce qu'ils appellent un remplissage et une bordure. Mais quand vous allez l'exporter en PDF ou en DXF, ce ne sera pas un seul et même calque. D'accord ? Ce sera deux calques différents. Donc, afin d'éviter ce dédoublement, il y a deux options. Soit vous choisissez de mettre la bordure transparente et vous privilégiez dans ce cas le remplissage. Ce que je vous recommande quand vous avez comme objectif de l'exporter en PDF dans Illustrator pour ensuite l'importer dans Illustrator. Comme ça, vous avez non pas les contours, mais juste les remplissages qui s'afficheront dans Illustrator. Parce que, pour la simple et bonne raison que les contours dans Illustrator seront qu'un enchaînement de petits traits et ce sera très difficile de les joindre pour arriver à une seule et même polyligne. Alors que les remplissages, même s'ils seront découpés en plein de petits triangles, vous pouvez toujours les fusionner grâce à l'outil Pathfinder dans Illustrator et arriver à un seul et même objet. Voilà. Et après, dans Illustrator, vous traiterez le fond et le contour comme on a l'habitude de faire. Pour faire ça, comme vous pouvez le voir dans la slide en bas à droite, vous cliquez donc clic droit sur la couche en question que vous venez juste d'importer. Vous allez dans l'onglet, vous choisissez propriétés de la couche, et ensuite vous allez dans l'onglet style et vous choisissez, comme c'est mis comme c'est surligné ici en jaune, excusez-moi, vous mettez la bordure transparente. Voilà. Par contre, si vous choisissez d'exporter, si le but de votre QGIS c'est d'exporter ensuite ces données dans un logiciel de dessin, je vous recommande de faire l'inverse, de privilégier le remplissage transparent et de mettre les bordures en des couleurs différentes ou pas. Ça, c'est à vous de voir votre confort de travail. Parce que les bordures dans les logiciels de dessin, notamment dans les remplissages dans les logiciels de dessin, notamment dans AutoCAD, c'est une sainte horreur. Alors que les bordures, vous pouvez très bien les fusionner et les retravailler avec différents outils assez facilement. Voilà, donc pour faire simple, si vous voulez exporter un DXF, c'est les remplissages qui sont transparents. Si vous voulez exporter un PDF, ce sont les bordures qui sont transparentes. Mais ne travaillez pas avec les deux. Sauf si vous voulez vraiment faire un graphisme interne avec QGIS et vous n'avez pas d'objectif à la fin, soit Illustrator, soit DXF. Sinon, vous allez devoir faire le travail de graphisme dans ces autres logiciels à double. Voilà, sachez qu'à chaque fois que vous allez modifier une couche, vous ne pourrez jamais revenir à son état initial. Il faudra la réimporter de nouveau. Donc,
Une autre phrase qui devra tourner en boucle dans votre tête quand vous serez sur QGIS, c'est de toujours dupliquer la couche initiale. D'accord? Donc, imaginons j'ai cette couche-là, je veux la modifier de manière assez conséquente. Dans ce cas, je fais clic droit, dupliquer la couche, comme ça je garde la couche originale. Je fais mes tests et imaginons ça bug ou j'ai fait planter la couche, ben, c'est pas grave, j'ai toujours ma couche originale que je duplique à nouveau et je fais un autre test. Toujours dupliquer la couche. Une autre raison pour laquelle dupliquer la donnée peut être fortement utile, c'est qu'imaginons la donnée bâtiment, vous voulez que les bâtiments soient noirs pour une carte sur les sols et que les bâtiments soient gris avec un bord rouge pour une carte d'analyse sur l'espace urbain. Eh bien, dupliquer la donnée, comme ça vous avez ces deux éléments de rendu, cette même donnée-là, mais avec deux formes de rendu. Comme ça, quand vous allez enregistrer votre carte espace urbain, vous allez cliquer sur la couche où le bâtiment est gris avec le rouge. Et quand vous allez cliquer quand vous allez faire votre visibilité pour la carte sur, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais on va dire l'autre, la première carte où les bâtiments sont noirs, il choisira automatiquement. Comme ça, le graphisme de base, il est fait. Voilà. Et vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. Oui, la question des champs et de la table et des attributs. C'est ce que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, les géodonnées, elles sont beaucoup plus puissantes que les données AutoCAD, enfin les données vectorielles qu'on a habituellement, parce qu'il y a des données dans la donnée. Et donc, ces données dans la donnée, c'est ce qu'on appelle les attributs. Donc là, par exemple, c'est la donnée du bâtiment, vous voyez, et je peux classer les bâtiments selon leur hauteur. Grâce à ces différentes catégorisations-là, je peux faire plein de cartographies différentes. Si vous voulez plus d'indications sur le descriptif, vous ouvrez le fichier métadonnées qui est dans le dossier, au format PDF, et vous lisez les informations qu'il y a dessus. Une fois que vous avez vu ces attributs-là, en gros, à quoi ça peut vous servir? Je vous montre quelques exemples. Vous pouvez très bien, vous pouvez donner des styles différents à la représentation. Par exemple, les cours d'eau, vous pouvez les catégoriser selon leur longueur. Vous pouvez aussi catégoriser ceux qui sont en sous-sol ou hors sol. La topographie, vous pouvez lui donner un style graphique aussi. Vous pouvez montrer que celles qui sont au-dessus ou en dessous d'une certaine altitude, etc., etc. Et en fait, la différence, c'est qu'on peut soit graduer, donc on peut passer d'une couleur A à une couleur B progressivement, ou bien catégoriser. Par exemple, ici, toutes les courbes de niveau qui sont au-dessus de 100 mètres d'altitude, je les mets en blanc. Et toutes les autres, je les mets en noir. Voilà, c'est ça la différence entre catégoriser et graduer. Pour graduer, tout d'abord, ou catégoriser, vous me direz, c'est pareil, quasi. Vous cliquez droit sur la couche, propriété de la couche, vous allez dans style, et là, à la base, vous serez dans symbole unique, et vous choisissez soit graduer, soit catégoriser. Ensuite, vous cliquez sur le petit logo ici, et vous choisissez quel attribut, selon quel attribut vous voulez catégoriser votre couche. Vous choisissez la palette de couleurs. Alors, selon les versions QGIS, vous aurez un large choix ou pas du tout. Ce sera à vous de les créer. Et ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton classer. D'accord? Comme vous pouvez apercevoir derrière là, une fois que j'ai cliqué sur le bouton classer, j'ai mes données qui apparaissent. D'accord? Et vous pouvez, selon donc une catégorisation, et vous voyez, ma couche bâtiment qui avant était juste bâtiment, pas bâtiment, là est catégorisée, ou plutôt graduée, du plus haut au plus bas. Des fois, vous allez tomber sur des données qui ne sont pas forcément vectorielles. Vous allez tomber sur des données en fait, qui apparaissent sous forme de points et qui en fait contiennent des noms de lieux, par exemple, ou bien des chiffres, enfin, des choses comme ça. Alors, ces points peuvent être ce qu'on appelle des étiquettes. Et dans ce cas, vous n'allez pas dans l'onglet style, mais dans l'onglet étiquette, montrer les étiquettes de la couche. Ça, vous le voyez comment? C'est dans les champs dans la table des attributs, dans l'onglet champs, qui se situe là. Vous voyez ABC, c'est que c'est du format texte. Voilà pour les données vectorielles. Maintenant, parlons des données
raster, donc celle qu'on n'a pas l'habitude du tout d'utiliser et qui va vous sauver la mise à plus d'un titre. Alors, qu'est-ce qu'un raster? Le raster, en gros, je simplifie, hein, mais en gros, c'est comme une image. C'est-à-dire que c'est des représentations par pixels. Vous voyez, c'est une orthophoto ou bien une carte historique dessinée à la main qui a été numérisée et déformée pour être géoréférencée, ou un modèle numérique de terrain en 3D, sont représentés par pixels et ont ou pas une hauteur attribuée en fonction du pixel. Euh, Celui-ci, ces deux-là ne sont pas forcément en 3D. Par contre, vous voyez, je vous donne un exemple que tout le monde connaît. Quand vous allez sur Google Street View ou bien sur Google Pro, la topographie, l'image satellite a un volume. Et en fait, c'est parce que la photo satellitaire est posée sur un modèle numérique de terrain 3D. À quoi nous sert ces MMT? Ça sert à extraire des vues, à extraire des ombres. Là, par exemple, c'est un rendu de ce raster selon l'ombrage. Ça peut aussi servir à faire des coupes, mais aussi à extraire des courbes de niveau. Ok, pour la question de l'orthophoto. Alors, ce que je vous montre ici est possible sur la version 2.18 de QGIS. Je ne l'ai pas trouvé sur la version 3. Quelque chose, peu n'importe le chiffre d'après. Sûrement qu'il existe une manière de faire. Quand je l'aurai trouvé, je vous la communiquerai. Vous pouvez l'importer directement dans votre QGIS sans avoir à la chercher au préalable. Grâce au plugin, donc pour le télécharger, il faut suivre ici. Et là, vous allez dans Extensions, Installer, gérer les extensions et vous téléchargez l'Open Layers plugin. Comme ça, quand vous irez dans Internet, Open Layer plugin s'affichera et vous choisissez celle que vous voulez. Je ne vous recommande pas OpenStreetMap. D'après ce que j'ai entendu dire à maintes reprises, ça a plein de bugs de SCR, dans l'exportation des PDF et tout, les échelles, je ne sais pas quoi. Enfin, apparemment, à la fin, ça bug. J'oscille pas mal entre Google Maps et Bing Maps parce que les échelles de définition, bien l'exposition, la lumière qu'il y a sur les orthophotos varie pas mal. Oui, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, Google Maps, il a un SCR qui est certainement pas celui du pays dans lequel vous travaillez, vu que c'est à une échelle mondiale. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Voilà pour ce qui est de l'orthophoto. Ensuite, pour les modèles numériques de terrain, alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire que moi, je n'ai jamais faites personnellement. Donc, il existe des tutos sur Internet pour faire ça. Je vous dis juste que ça existe, comme ça, vous en avez conscience. Mais voilà, vous pouvez créer ce genre de visualisation-là. Vous pouvez faire avec le plugin qui s'écrit comme ça, hein, je ne vais pas chercher à le prononcer. Il y a plein d'outils de visualisation 3D. Par exemple, vous pouvez placer un personnage à une certaine hauteur, faire un peu comme du Rhino si vous voulez, et voir si depuis un certain point de vue, vous allez pouvoir apercevoir le Mont Blanc ou pas, par exemple. Ou bien le bâtiment là, ça vous donne des perspectives, etc. Apparemment, il y a plein de choses possibles que je n'ai pas encore explorées. Moi, ce que je sais faire, c'est extraire des coupes territoriales. Donc, c'est ce que vous voyez là. Et il y a un tuto très clair qui explique ça, qui est ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien et c'est expliqué. Concernant l'extraction des courbes de niveau des modèles numériques de terrain. Première chose à faire, dupliquer votre fichier QGIS. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ensuite, vous sélectionnez uniquement le raster dont vous avez besoin pour extraire vos courbes de niveau. Ensuite, comme vous pouvez le voir dans cet exemple-là, le raster en question a une forme un petit peu étrange, comme ça. Pourquoi? Parce que ce raster n'est pas dans son SR à lui, il est dans le SR du projet QGIS, du fichier QGIS. Et en fait, vous ne pourrez absolument rien extraire de ce raster s'il n'est pas parfaitement rectangulaire. Donc, il faut faire clic droit sur la couche, définir le SR du projet, donc du fichier QGIS, à partir de cette couche. Donc, vous allez changer le SR de tout le projet, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une possibilité que votre fichier QGIS soit définitivement perdu après cette manip parce que vous avez changé de SR de base du projet. D'où la nécessité de le dupliquer en amont. Comment extraire les courbes de niveau? Tout d'abord,
il faut améliorer la définition du raster. Donc pour ça, vous faites clic droit sur la couche raster en question. Donc moi, c'est la N4, blablabla. Style, amélioration, et vous l'étirez. Pourquoi min-max, voilà, je vous explique après pourquoi. Ensuite, dans la précision, vous la faites réelle, pas estimée. Et puis, vous cliquez sur OK, sinon tout ce que vous venez de faire ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, les rasters, quand vous les téléchargez, vous les avez à un format un peu compressé, comme un format zip. Donc, les lignes de topographie que vous allez obtenir sont un peu moins bien, voire parfois nettement moins bien que ce que vous pourriez obtenir si vous faites ce petit réglage-là. OK. Ensuite, pour extraire la courbe de niveau, vous allez dans l'onglet en haut de l'interface QGIS Raster, Extraction, Création de contours. Il faut bien sûr choisir la couche. Donc, bien vérifier que la couche qui est sélectionnée ici corresponde au raster que vous voulez. D'accord? Très bien. Ensuite, il faut bien cliquer sur le nom de l'attribut si vous voulez la hauteur, si vous voulez que les courbes de niveau soient en 3D. L'intervalle, oui. Si vous faites une carte à l'échelle territoriale, vous n'allez jamais extraire les courbes de niveau tous les 25 cm. Plus vous allez en demander, plus ça va prendre du temps à calculer. Tout dépend le raster. Hein. Et de la machine de base aussi. Hein. Si vous faites ça sur votre petit ordinateur qui est un peu fatigué de ces années d'architecture, ben, vous pouvez aussi perdre carrément votre fichier. Enfin, là, c'est la grande inconnue, d'accord? C'est vraiment la loterie et le miracle, je dirais. Donc, prenez toutes vos précautions. Vaut mieux commencer avec un peu trop large, avec des lignes de contour un peu trop grandes, voir combien de temps ça prend à votre ordinateur, et puis vous réduisez petit à petit pour voir à quel point votre ordinateur bug ou pas. Un exemple concret, quand vous avez ce raster-là, vous commencez avec un intervalle, donc c'est ici, hein, l'intervalle entre les lignes, vous cliquez là, vous commencez avec un intervalle de 10 mètres, l'unité c'est les mètres ici, voilà, et si ça ne bug pas trop, ça va, et bien vous continuez, 5, puis 2, puis 1, puis quand vous arrivez à 1, vous êtes content, c'est très bien. Par contre, si vous commencez déjà à 10, alors votre objectif est 1 mètre, vous commencez à 10 et que ça prend déjà 1 heure, c'est même pas la peine de passer à 5 mètres, vous comprenez? Changez d'ordinateur, tout simplement. Ne pas s'obstiner. Cette slide est juste pour rappeler que les rasters de base doivent être rectangulaires en eux-mêmes. Voilà. Ensuite, si l'on revient aux courbes de niveau que vous aurez extraites, il se peut qu'en fait, l'échelle de définition, je dirais, des courbes de niveau que vous avez eues ne soit pas suffisante à vos yeux. Je m'explique par rapport à ça. En fait, des fois, on va forcément zoomer sur les courbes de niveau qu'on a eues. On peut avoir donc quelque chose qui ressemble à l'illustration qu'on a et se dire que c'est pas vraiment satisfaisant. Peut-être, soit. Mais avant d'arriver à l'étape suivante qui est d'améliorer ces courbes de niveau-là, ou d'arriver à un meilleur résultat en tout cas, demandez-vous si ça va être visible à l'œil nu. Parce que à une grande échelle, ou bien à l'échelle de votre dessin imprimé, ou de l'échelle de votre représentation sur un écran, est-ce qu'on va vraiment voir ce niveau de définition-là ou pas du tout? Voilà. Donc, si c'est le cas, si ce sera vraiment dérangeant à l'œil comme résultat, dans ce cas, il existe 3 techniques qui sont exposées ici, qui sont explicitées par après, à savoir une technique interne à QGIS. Il y a aussi un plugin Grass qu'un collègue de l'ETH m'a fortement conseillé, et la technique Rhino que Mitch nous a concoctée rien que pour nous. Alors, concernant la technique QGIS, elle est ici. Sincèrement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que le tips pour y arriver, il est là. Il y a un slide dédié à ça. Donc, le jour où vous en avez besoin, regardez cette slide avec plus d'attention. Ensuite, la technique Rhino. Je vous laisse donc télécharger le PDF sur la page tuto GIS de l'EPFL. Et donc, il y a un script aussi à télécharger pour faire toute cette manip-là. Je fais entièrement confiance au PDF de Mitch pour que vous compreniez tout ça. Ok, on arrive bientôt à la fin. Et dernière étape, c'est l'exportation soit en DXF, soit en PDF. Et là, à nouveau, il y a de très fortes chances que votre QGIS plante.
Donc, enregistrez votre fichier. OK. Pour l'exportation en DXF, il y a 2 manières de faire. La première, c'est d'aller dans Projet, Export DXF, fichier ici et de mettre OK, parce qu'il ne va rien enregistrer. Il faut cliquer sur ces 3 petits points et vous ouvrez une fenêtre de où mettre ce fichier, etc. Et vous allez nommer votre fichier, dire OK, et là, ça va marcher. D'accord? Donc, si vous essayez de faire cette manip-là, cliquez sur OK et il n'y a rien qui se passe, c'est parce que vous avez oublié d'appuyer sur ces 3 petits points. D'ailleurs, ces fameux 3 petits points un peu bâtards sur les bords arrivent très souvent dans plusieurs outils. Hein. OK. Ensuite, vous nommez le fichier, je l'ai expliqué. Le choix de la couche, oui. Alors, là, vous pouvez choisir, pas forcément avec toutes les versions QGIS, mais avec la 2.18, oui. Vous pouvez choisir les couches que vous voulez exporter. N'exportez pas tout, ça ne sert à rien. Surtout, gardez aussi le SR de votre projet. Okay. N'essayez pas de faire un SR différent, ça va bugger et vous ne pourrez pas superposer les futures couches que vous intégrerez dans votre fichier AutoCAD ou Archicad ou Vectorworks, hein, ce que vous voulez, ou Rhino d'ailleurs. Dernière étape très importante, utilisez le titre de la couche comme nom si paramétré. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton-là, toutes vos données, toutes vos couches vont aller toutes dans le calque 0, dans la couleur noire. Ah oui, le graphisme que vous aurez fait dans QGIS va être complètement perdu quand vous allez arriver dans AutoCAD. Ça, on reviendra après. Très bien. Et là, vous cliquez sur OK et vous priez pour que ça marche. Bon, désolée d'être un peu terre à terre, mais il y a 9 chances sur 10 que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a trop de couches, parce que c'est trop lourd, etc. etc. Soit parce que l'exportation ne marche pas, soit parce que vous n'arrivez pas à l'ouvrir dans un logiciel de dessin. Bon, moi, à un moment donné, je me suis fait une raison et j'ai trouvé une autre manière de faire, qui est d'exporter couche par couche. Alors, j'imagine bien vos têtes. J'ai fait la même quand j'ai fait ça, mais quand on a essayé d'exporter le projet à plusieurs reprises et que ça ne marche pas et qu'on en a ras-le-bol, ben en fait, on se met en mode chinois et on le fait. Vous faites clic droit sur la couche, enregistrer sous. Le format, vous choisissez en DXF. Vous n'avez pas le choix d'autre chose que AutoCAD DXF, mais sachez que le DXF s'ouvre dans plein de logiciels différents. Là, ce n'est pas les 3 petits points, mais c'est parcourir, mais ça vaut pareil. Ça ne sert à rien de nommer votre fichier ici, il faut d'abord cliquer là. Le SR, idem que le SR du projet. Ensuite, 4e point, n'enregistrer que les entités sélectionnées. C'est le truc grisé. Hein. Pourquoi c'est génial? Parce que, imaginons, vous avez les lacs, disons, de toute la Suisse, mais vous voulez que le lac Léman. Eh bien, avec l'outil, il est où? Sélection, là, celui-là, le jaune. Vous cliquez là-dessus, vous sélectionnez que le lac Léman et vous faites donc clic droit sur la couche, n'enregistrez que l'entité sélectionnée et vous n'aurez que le lac Léman. Vous n'aurez pas tous les lacs de Suisse. Ce qui va vachement alléger votre fichier parce que n'oubliez pas que c'est en taille réelle et c'est géoréférencé. Donc c'est extrêmement lourd. Dès qu'on le passe dans un AutoCAD, parce que là ça devient de la donnée réelle, c'est pas simplement un XREF, une donnée géoréférencée. Ce n'est pas simplement un lien vers une donnée, c'est vraiment de la donnée physique. Autre détail qui a son importance, alors là je ne le vois pas dans l'illustration que je vous ai mise sur la slide, mais quand vous allez exporter vos données et vous allez les ouvrir dans votre logiciel, il se peut donc que les polylignes, si vous exportez les bordures, soient en fait une suite de multiples lignes. Et en fait, il y a une option dans l'exportation. Alors, est-ce que c'est au niveau de la couche ou bien est-ce que c'est à ce niveau-là? Je ne saurais plus vous dire. Mais vous verrez, vous aurez le choix entre exporter en ligne, en polygone ou, je ne sais plus, texte, je crois, le dernier. Et il faut toujours sélectionner polygone pour avoir des polylignes. Voilà. Donc, comme ça, vous exportez votre DXF ou vos couches en format DXF que vous ouvrez ensuite dans un logiciel de dessin. Donc voilà, une fois que vous avez exporté votre fichier en DXF, vous pouvez l'ouvrir dans des logiciels de dessin. J'ai eu des retours comme quoi l'importation de ce genre de DXF issu de QGIS dans Archicad était vraiment, enfin ça allait assez bien. Je n'utilise pas ce logiciel, j'utilise plutôt Vectorworks ou bien AutoCAD, pardon. Et donc, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ce logiciel-là. Donc, quand vous ouvrez un DXF QGIS dans
AutoCAD, il faut être conscient de deux choses. La première, c'est que les DXF que vous allez importer vont se mettre de manière assez automatique dans le calque 0. Donc, il faut penser à les déplacer. Ensuite, les déplacer dans un autre calque que vous aurez renommé, etc. Parce qu'imaginons vous réimportez une deuxième donnée, elle va elle aussi se mettre dans le calque 0. Et en plus, le graphisme que vous avez fait dans QGIS va se perdre. Tout sera en noir, comment dire, une sorte de graphisme de base de AutoCAD. Donc, vous ne ferez plus la distinction entre deux couches différentes. Voilà, donc pensez à, quand vous importez une couche DXF dans AutoCAD, pensez à automatiquement la déplacer dans un nouveau calque. Et puis, voilà, donc vous importez toutes vos couches. Et une fois que ça c'est fait, la deuxième chose à faire, c'est de modifier l'unité du dessin. Alors, sachez que les DXF que vous allez exporter de QGIS seront automatiquement en mètres. Par contre, dès que vous les importez dans AutoCAD, je ne sais pas pourquoi, mais il dit qu'ils sont en inch, ce qui est complètement faux. Hein. Ils sont réellement en mètres. Faites-moi confiance là-dessus, j'ai déjà vérifié à maintes reprises. Donc voilà, il y a juste en fait à changer l'unité du dessin qui est en inch, mais faites-le une fois que toutes les couches seront importées. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur le DXF, je crois, sauf erreur. Ensuite, pour le PDF, enregistrez votre fichier, je ne vous dirai jamais assez. Ensuite, vous allez dans le nouveau composeur d'impression, ici. Alors, ça va vous ouvrir là. Vous nommez le nom de votre truc. Voilà. Et puis après, vous allez dans les présentations enregistrées, qui est donc ce niveau-là. Donc voilà, vous arrivez dans un composeur qui est une fenêtre à part de QGIS. Mais si ça bug ici, ça va aussi faire bugger votre fichier QGIS, hein, et ça va certainement bugger. Donc, avant de faire quoi que ce soit ici, enregistrez votre QGIS. Donc là, si vous enregistrez ici, vous enregistrez votre composeur. Donc, il faut aussi aller dans l'autre fenêtre, où là, il y a le fichier QGIS, et vous faites enregistrer votre QGIS. Vous allez donc dans composition, vous choisissez votre format, vous pouvez vous-même créer votre format si vous voulez. Plus vous créez un grand format, plus ça va être lourd, plus il va bugger. Ensuite, vous allez dans créer une nouvelle carte. Point 3, là, vous pouvez donc modifier l'intérieur de la carte. Donc, vous pouvez rentrer dans la fenêtre, la déplacer, etc. Attention, c'est extrêmement sensible. Vous pouvez passer du 5000 yème au 50 millionième au 1,05 millième et ça va vous prendre des plombs. C'est vraiment ultra sensible. Donc, faites attention à ça. Je vous conseille de changer l'échelle manuellement. Voilà, donc juste on déplace ici et on change l'échelle là jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà, vous enregistrez le composeur une fois que vous avez fait ça. Et une fois que vous avez enregistré, vous pouvez tenter d'exporter. Et là, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, ça bug, vous fermez, vous recommencez. Vous faites dans des formats plus petits ou pas, ou vous attendez un petit peu, peut-être vous enlevez des couches, vous faites en 2 fois, vous faites 2 exports différents. La fenêtre, ici, étant extrêmement sensible, vous pouvez perdre votre cadrage, d'où l'idée d'enregistrer. Et vous pouvez aussi locker, verrouiller votre cadre. Comme ça, peu n'importe les changements que vous faites, vous garderez exactement le même référencement, le même PDF, le même référencement dans votre PDF. Comme ça, quand vous allez l'ouvrir dans Illustrator, ça se superposera parfaitement les couches se superposeront parfaitement les unes sur les autres. Ici, il faut éviter de mettre cache, il faut mettre rendu. Je ne sais pas pourquoi. Cache, en général, ça ne marche pas ou ça va vous marquer affichage supprimé. Peut-être que je n'ai pas été claire, je me réexprime. En gros, vous allez faire un composeur comme ça et tout, vous allez exporter vos PDF, super, trop bien, vous avez votre Illustrator qui avance. Et puis, je ne sais pas, 3 semaines après, vous allez vouloir une couche supplémentaire, vous allez revenir sur ce composeur-là et il va planter, il va dire « Ah ben non, il ne marche plus ». Donc, vous pouvez tenter de changer ici, pas mettre cache, mais mettre rendu ou autre chose, en espérant que ça marche de nouveau, vous enregistrez, vous fermez, vous réenregistrez, enfin, vous essayez de bitouiller comme ça en priant un petit peu. Je vous jure, des fois ça marche juste de fermer QGIS, de le réallumer, ça fonctionne. Et des fois aussi ouvrir sur un autre ordinateur, et ça marche pour tous les bugs. Hein. Peut-être que votre ordinateur avec votre QGIS bug, mais le QGIS de votre collègue, votre voisin, ça ne buggera pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Dernier point, concernant l'exportation d'orthophoto. C'est normal, ça bug, il faut exporter en plusieurs fois. Par exemple, ça c'est un cadrage
de 2 km par 2 sur une A1. Et vous voyez, la première fois que j'ai exporté le PDF, ça m'a donné un truc comme ça, parce que ça a calculé que ça. Et au bout de la 4e exportation, ça m'a donné quelque chose comme ça. Voilà. Ça peut prendre du temps, mais il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois. Voilà, c'est la fin. Donc, j'ai regroupé les liens qui m'ont semblé les plus importants dans cette slide-là, histoire que vous n'ayez pas à les rechercher dans toute la masse de slides qu'il y avait avant. Et voilà, j'espère que ce slide vous aura été utile. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter sur ma boîte mail EPFL. Je me ferai un plaisir de vous aider si je peux. Voilà. Bon courage!